Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens, organisé en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Aurore Berger, qui est la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée, un groupe énorme, hein, et elle est députée des Yvelines. Bonjour Madame Berger. Alors, on commence à vous connaître, puisque vous êtes porte-parole de ce groupe, et vous incarnez, je crois, ce que cette nouvelle génération en politique, et surtout une génération qui est issue de la droite, mais qui a été déçue par la droite et qui essaie de se reconvertir en quelque sorte avec M. Macron à la République en marche. Vous êtes diplômé de Sciences Po, vous avez travaillé pendant 10 ans dans le conseil et la communication, et vous voilà donc maintenant porte-parole de ce groupe, député des Yvelines dans la circonscription, l'ancienne circonscription de M. Poisson, que vous avez éliminé, et même s'il reste en politique. Et alors vous allez être interrogé par 3 journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, bonjour. Et Alain Baron de Radio Notre-Dame, bonjour. Et Romain Mazenot de bonjour. RCF. Bonjour. Alors vous étiez à l'UMP, puis aux Républicains, sarkozyste en 2010, filloniste en 2012, juppéiste en 2016, macroniste en 2017, bientôt, je ne sais pas où vous serez, mais on a envie de vous connaître, et au-delà de votre personne, de connaître un peu justement cette évolution. Quelle est, j'allais dire, l'épine dorsale politique de cette génération que vous incarnez, qui vient de la droite? C'est quoi votre fil conducteur en politique? J'ai toujours été libérale. Et c'est vrai que j'ai adhéré de manière assez logique à l'UMP quand j'avais 16 ans. J'ai adhéré en 2002 au moment de la création du parti, où il y avait l'ambition à ce moment-là d'arriver à rassembler l'ensemble des forces de la droite, du centre et des libéraux. Et puis progressivement, les libéraux sont partis, ont été mis de côté, à voir comment vous racontez l'histoire. Les centristes sont progressivement partis et la droite s'est extraordinairement rétrécie. Elle a arrêté, à mon avis, d'embrasser un certain nombre de thématiques qui étaient pourtant essentielles, la question européenne, notamment, pour se limiter à des questions qui étaient beaucoup la question identitaire. Et à mon avis, elle a perdu en route beaucoup de gens. Elle a perdu de fait des électeurs. Elle a perdu un certain nombre de cadres, de responsables locaux, nationaux, élus locaux, qui ne se sont plus reconnus en elle. En effet, moi, dans mon parcours, et je ne suis pas la seule, j'ai en effet pu soutenir différentes personnalités qui ont incarné la droite. Mais pourquoi différentes personnalités? Parce qu'elles ont, pour certaines d'entre elles, beaucoup changé. On va probablement avoir l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti Les Républicains. Son propre parcours illustre à quel point il a changé de colonne vertébrale en étant d'abord le fils spirituel de Jacques Barrot, européen convaincu, gaulliste social, pour être aujourd'hui sur une frange qui est quand même extrêmement resserrée de la droite. Et je pense que ça vient finalement clore un chapitre qui est celui justement du lent mais clair rétrécissement de la droite. Donc vos valeurs, c'est essentiellement le libéralisme et européen, c'est ça? Oui, c'est l'idée de la liberté et c'est ce que développe Emmanuel Macron, c'est-à-dire considérer qu'il ne faut pas rester par exemple sur des rentes de situation notamment, et ça vous conduit à mener une politique économique qui est extrêmement différente de ce qui a pu être fait. Par exemple, dire on va créer des emplois francs, c'est-à-dire qui vont accompagner les personnes qui en ont le plus besoin dans les territoires qui sont de fait les plus défavorisés dans notre République, plutôt que d'accompagner justement des territoires qui ont conduit des entreprises parfois à s'installer dans des zones difficiles, mais sans embaucher les gens qui y vivent. Vous voyez, c'est ça qu'il faut progressivement réussir à modifier. Et puis c'est aussi un changement culturel qui est introduit sur l'idée, par exemple, que la réussite n'a pas à être coupable, de la même manière que l'échec n'a pas à marquer au fer rouge. Enfin, c'est, à mon avis, toute une révolution aussi culturelle qu'il faut réussir dans notre pays. La première question politique vous est posée par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, certains observateurs font un parallèle entre Nicolas Sarkozy et le président Macron. Est-ce que vous trouvez que ce rapprochement est pertinent? Je pense qu'il y a toujours une tentation qui est de comparer un actuel président de la République à ses prédécesseurs.
je ne suis pas sûre que ce soit pertinent sur l'ensemble des points, que ce soit la politique qui est menée, qui est quand même pas la même, de fait. Je pense qu'on les compare sur des traits de personnalité. Si c'est sur l'énergie que pouvait incarner de manière évidente Nicolas Sarkozy, ça j'admets cette comparaison. Mais je pense qu'il y a des choses qui les séparent vraiment en termes de personnalité. Par exemple, sur la question de l'affrontement. On dit qu'ils se ressemblent, par exemple, sur ce sujet-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que Nicolas Sarkozy était un homme politique qui recherchait l'affrontement. La différence, c'est qu'Emmanuel Macron, quand l'affrontement se présente, il n'en a pas peur. Mais il ne va pas le rechercher de manière systématique. Nicolas Sarkozy, on se souvient d'un certain nombre de scènes où clairement il avait envie d'aller à l'affrontement et d'aller au combat. Si c'est sur la question de l'énergie, je comprends la comparaison. Si c'est sur la question de la politique, de fait, on ne mène pas la même politique. Et sur un certain nombre de traits de personnalité, je ne ferai pas le même parallèle. Une question de Romain Masneau de RCF. Romain. Patrick Castaner a donc été choisi pour diriger le parti La République En Marche, même s'il doit y avoir un vote. Il a dit lui-même qu'il était intéressé par le job. C'est comme ça que ça se passe dans le Nouveau Monde. C'est encore le président qui choisit qui va diriger le parti majoritaire, exactement comme avant, en fait. Alors, dans l'Ancien Monde, si vous faites la comparaison Nouveau Monde et Ancien Monde, je pense que vous vous souvenez d'un certain nombre de moments politiques pas extraordinairement glorieux, d'affrontements fratricides qu'on a pu connaître. Moi, j'ai pu connaître au sein de l'UMP, que ce soit ce qu'on avait appelé la guerre Copé-Fillon, qui a laissé des traces extrêmement vivaces au sein de la droite, ou que ce soit les différents congrès, des plus anciens congrès de Rennes ou plus récents congrès de Reims au sein du Parti socialiste. Donc je ne suis pas certaine qu'on ait envie de revivre ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a Christophe Castaner qui a déclaré sa candidature et qui a immédiatement reçu le soutien non seulement des parlementaires, puisqu'il doit recueillir le parrainage de 30 parlementaires pour pouvoir être candidat, mais aussi des marcheurs, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont membres de notre formation politique et qui décident aussi de l'élection qui aura lieu le 18 novembre prochain. Et ça se passe de manière sereine. Quand vous regardez la manière avec laquelle les débats internes ont pu avoir lieu sur savoir qui était le bon candidat, eh bien ça se passe en effet sur un choix qui est un choix collectif de ceux qui ont participé à la fondation du mouvement et des marcheurs. Christophe Castaner, il devra quitter le gouvernement s'il devient président du parti ? C'est un choix qui reviendra au président de la République et au Premier ministre. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation formelle ou institutionnelle à ce que ce soit le cas. Quitter le porte-parole du gouvernement, ça, il a déjà dit que ce serait le cas. Est-ce qu'il peut rester secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement ? Honnêtement, je pense que rien ne s'y oppose. Mais là, c'est le choix du président de la République. Une question de Laurent de Boissieu, de La Croix. Plusieurs personnalités de droite qui ont rejoint la majorité, vous-même ou encore Bruno Le Maire, vous avez quitté votre parti d'origine pour rejoindre La République En Marche, ce qui est logique et cohérent. Certains sont restés ou s'accrochent pour rester au sein des Républicains. Est-ce que vous comprenez que les Républicains veuillent exclure ceux qui ont rejoint la majorité ? Enfin, par rapport aux personnalités que vous citez, notamment Gérald Darmanin, Édouard Philippe, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, par exemple, je pense que c'est aussi aux Républicains, au parti, de démontrer pourquoi ils devraient être exclus. Et ce que disent notamment Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, c'est qu'aujourd'hui, on ne leur démontre pas, on ne leur explique pas, on ne leur justifie pas le choix qui est de les exclure. Pour exclure quelqu'un, il y a une procédure. Ils n'ont pas été reçus par le secrétaire général du mouvement, là où, par exemple, Sens Commun a eu droit à être reçu par le patron du parti, ce qui n'a pas été leur cas. Et ils n'ont pas la justification sur le fond, sur les valeurs, qui justifieraient leur exclusion. Un parti a toujours un parti d'opposition dont des membres rallient la majorité, c'est déjà arrivé dans l'histoire, je peux citer plusieurs exemples. Automatiquement, le membre qui quitte le parti d'opposition pour rejoindre la majorité n'est plus membre du parti. C'est une logique politique qui est assez évidente. Mais nous, on introduit une autre forme de politique qui est justement la capacité qu'on a à avoir ce qu'on a appelé la double appartenance, c'est-à-dire que vous pouvez être au sein de La République En Marche et appartenir à une autre formation politique à partir du moment où vous nous rejoignez sur ce qu'on a appelé pour les parlementaires le contrat avec la nation, qui sont les engagements pris devant les Français et en accord avec le projet du président de la République. Aux Républicains de démontrer encore une fois qu'est-ce qui justifie l'exclusion qui est la leur. Est-ce que le simple fait de souhaiter qu'Emmanuel Macron réussisse en tant que président de la République veut dire que vous ne pouvez plus appartenir à la formation politique d'origine ?
mais ça s'explique, ça se justifie, ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont trahi les valeurs qui étaient celles du mouvement? Et je pense qu'ils ont raison de faire un parallèle avec la situation du président de Sens commun, qui a dit clairement dans une interview que lui était favorable à ce qu'il puisse y avoir des alliances avec le Front National, et ça n'a pas justifié son exclusion. La différence, c'est que lui, il dit qu'il est favorable à, sans agir, alors qu'eux ont agi en ralliant la majorité. Moi, je me souviens d'un concrètement, moment, avec des votes ou avec la participation au gouvernement. Je me souviens d'un moment au sein de la droite républicaine et au sein de l'UMP où le simple fait de dire dans une interview qu'on était favorable à une alliance avec l'extrême droite était une exclusion d'office parce qu'une rupture fondamentale avec les valeurs qui étaient portées par ce mouvement. Et je ne suis pas certaine que les électeurs de droite, que les soutiens, les adhérents, les républicains se reconnaissent dans ce type de propos. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Alain. Oui, si l'on entend bien Emmanuel Macron, le nouveau clivage, c'est plus la droite et la gauche, c'est les progressistes et les conservateurs. La République en marche, c'est quoi? C'est la religion du progrès, un peu, c'est ça? Moi, j'évite d'utiliser ces termes parce que j'ai toujours du mal à les définir. Je ne sais pas ce que ça veut dire clairement, le progressisme, et ça peut vouloir dire beaucoup de choses à des époques qui sont différentes. Donc moi, ce n'est pas forcément le terme que j'utiliserais. Est-ce qu'il y a clairement un clivage entre des conservateurs et peut-être des libéraux? Ça, je pense que oui. C'est-à-dire un certain nombre de personnes qui n'ont pas compris déjà ce qui se passait dans notre pays. Ça a été très flagrant au moment des élections législatives. Vous rappeliez que moi j'avais été face à Jean-Frédéric Poisson. Il fait partie clairement, je ne sais même pas si c'est une génération, mais en tout cas de ces hommes politiques qui n'ont pas compris qu'ils puissent perdre. Qui n'ont pas compris que leur soi-disant ancrage sur un territoire ne suffisait pas à leur réélection de fait. Donc je pense que là, il y a en tout cas un clivage qui s'exprime entre ceux qui ont compris la nécessité d'un renouvellement politique et ceux qui ont considéré que le fait d'être en politique et engagé depuis 20 ou 30 ans était un argument pour y rester. Et après, sur le fond et sur les valeurs, moi je pense qu'en effet, le clivage entre la gauche et la droite, il est dépassé parce que les Français ont choisi qu'il soit dépassé. Sinon, ils n'auraient pas élu Emmanuel Macron à la présidentielle et il ne lui aurait pas donné une majorité très nette pour gouverner. Donc, nous, les deux jambes sur lesquelles on marche, ce n'est pas justement cette jambe gauche et cette jambe droite. Christophe Castaner vient de la gauche, moi de la droite. Quand on travaille ensemble, je n'ai pas l'impression de voir quelqu'un de gauche et lui de voir quelqu'un de droite, mais de voir juste deux personnes qui appartiennent à la même majorité, où on a cet équilibre entre ce qui est juste économiquement et ce qui est efficace. Oui. Laurent de Boissieu. Sur les questions économiques, on voit bien comment quelqu'un venant d'une gauche libérale, centre-gauche, et quelqu'un venant d'une droite libérale, centre-droit, peuvent se retrouver. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment les questions de société, où là, finalement, cette belle entente entre vous va voler en éclats parce que vous ne seriez pas sur la même position? Vous pensez à quoi, par exemple? Sur quel sujet de société? Je pense par exemple, alors on en parlera tout à l'heure, mais la progression médicalement assistée au couple de femmes, contre laquelle était la quasi-totalité des gens de droite, y compris ceux qui ont rallié aujourd'hui la République en marche. Mais ceux qui ont rejoint la République en marche viennent forcément de quelque part. De fait, l'offre politique qu'a introduite Emmanuel Macron n'existait pas il y a 2 ans. Donc c'est forcément, il faut bien avoir voté avant, à droite ou à gauche, au centre, ou aussi parfois pour beaucoup de Français qui ne votaient plus d'ailleurs et qui se sont remis à voter après beaucoup d'abstention. Donc évidemment, on vient tous de quelque part quand on a rejoint Emmanuel Macron, puisque de fait, l'offre politique est nouvelle. Après, sur ces questions de société notamment, le président de la République est très clair sur ces sujets-là, sur le fait qu'il n'a pas envie d'hystériser la société française, comme ça a pu être le cas, par exemple, dans le cadre du mariage pour tous. Il l'a dit de manière très claire. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, de toute façon, parce que ça va être débattu dans le cadre de la révision des lois bioéthiques que l'on doit revoir, puisque c'est une révision tous les 7 ans. Donc de toute façon, cette révision, elle aura lieu en 2018, mais ce débat, il doit se passer d'abord au sein de ces états généraux de la bioéthique, avant d'arriver au Parlement. Et à ce moment-là, le Parlement s'en saisira et en débattra. Sur ces sujets-là, de toute façon, ça a toujours traversé les clivages même préexistants, gauche et droite. Parce que ce sont des sujets qui sont intimes, personnels, qui relèvent de l'éthique que vous avez. Et de fait, chacun a le droit aussi d'avoir une position personnelle. Une question de
de Romain Mazenot de RCF. Pour revenir à La République En Marche, on entend dire que le président Macron voudrait déparisianiser le parti, le rendre moins parisien. Comment pouvez-vous vous y prendre pour vous ancrer davantage dans les territoires et préparer les échéances à venir, notamment les municipales? Certes, c'est en 2020, mais ça va arriver assez vite. Je ne pense pas que le parti soit un parti parisien aujourd'hui. Il y a toujours un risque que les partis le deviennent parce que, de fait, l'Assemblée nationale, le Sénat, les différents ministères, tout est situé à Paris. Et donc, vous avez un risque de concentration, de fait, des pouvoirs au sein de Paris ou de la région Île-de-France. Nous, la force qu'on a, c'est qu'on a des personnalités très fortes au sein du mouvement qui, elles, ne sont pas justement parisiennes ou franciliennes. Que ce soit Christophe Castaner que vous évoquez, qui était élu des Alpes de Haute-Provence, que ce soit Gérard Collomb. Le Conseil national du mouvement aura lieu à Lyon le 18 novembre. Ce n'est pas un hasard, c'est aussi parce que Gérard Collomb en a été le maire et ça montre justement l'ancrage que l'on a dans les territoires. Mais la mission clé que va avoir Christophe Castaner s'il est élu le 18 novembre, c'est bien justement cet ancrage territorial que l'on doit affiner. On a créé une formation politique, un mouvement politique qui a réussi à devenir un mouvement de masse, avec plus de 300 000 adhérents au moment de la présidentielle, en un temps record. Maintenant, il faut qu'on reste un mouvement qui est un mouvement populaire, un mouvement de masse, mais qui s'ancre localement par la détection de talents. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est notre rôle aussi en tant que parlementaire. Et la fin du cumul des mandats incite aussi à ça, puisque de fait, ce ne sont pas les députés qui pourront être candidats aux municipales. Là où, de manière... ce qui se passait avant, c'est souvent ça, c'est-à-dire que les parlementaires étaient candidats dans les chefs-lieux de leur circonscription. Là, ce ne sera pas le cas. Donc, notre rôle, c'est justement un rôle aussi de détection de celles et ceux qui seront en capacité d'être nos candidats, sachant que c'est aussi à celles et ceux qui, aujourd'hui, sont élus locaux, de se poser les bonnes questions. Moi, je le vois dans ma campagne, par exemple, et je n'étais pas la seule. Dans un certain nombre de villes, j'avais des gens issus des majorités et des oppositions municipales qui me soutenaient. Donc, est-ce que ce rapprochement idéologique, intellectuel entre majorité et opposition va prévaloir sur des engagements locaux qui ont été pris de manière antérieure? Merci Aurore Berger. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons avec les trois journalistes et vous, Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, dans un très très court instant. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole de l'immense groupe à l'Assemblée nationale, La République En Marche. Elle est interrogée par trois journalistes, d'une part Laurent de Boissieu de La Croix, et puis Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Alors on a parlé tout à l'heure de questions politiques un peu plus générales, on va entrer dans les questions de société et j'aimerais vous poser une question qu'on a un tout petit peu abordée, vous avez un peu abordée, sur ces questions de société et la PMA. Tout à l'heure vous avez dit... je ne voudrais pas opposer les gens, les conservateurs aux progressistes. Qu'est-ce que c'est que le mot progrès? Alors, pourquoi la PMA? Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une avancée pour vous? Et le président Macron a dit qu'il ne voulait pas froisser les opposants, qu'il allait respecter ceux qui sont contre cette procréation médicalement assistée. Comment va-t-il s'y prendre? S'y prendre avec avec les états généraux de la bioéthique, puisqu'on a un engagement, puisque tous les 7 ans, nous devons réviser les lois bioéthiques. Donc, dans le cadre de la révision de ces lois bioéthiques, on aura à traiter la question de la PMA et d'autres questions, d'ailleurs. On a beaucoup focalisé. La question, par exemple, de la fin de vie peut se poser, de fait, dans le cadre de la révision des lois bioéthiques. Donc, on a beaucoup focalisé sur la PMA pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un engagement présidentiel qui a été pris sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à l'ensemble des femmes. La question, c'est de savoir comment ça doit être mis en œuvre, dans quel cadre. Moi, je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas à moi de définir quel est le cadre médical dans lequel cela peut se passer. Moi, je pense que c'est un enjeu d'égalité des droits entre l'ensemble des femmes, qu'elles soient en situation, qu'elles soient homosexuelles ou qu'elles soient hétérosexuelles. Donc, à titre personnel, moi, je l'ai déjà dit, je suis en faveur de l'ouverture de la PMA à l'ensemble des femmes, mais dans un cadre qui doit être défini par la communauté médicale. Et je pense que le législateur doit être à l'écoute de la communauté médicale là-dessus.
Romain Masneau de RCF. Vous évoquiez la fin de vie. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est dit très réservée sur une nouvelle loi sur la fin de vie. Elle dit que c'est un sujet éminemment complexe. Est-ce que vous partagez ces réserves ? Moi, je partage pleinement ces réserves. Je m'interroge même, pour le coup, ça n'engage vraiment que moi. Ce sont des questions, à mon avis, où chacun aura une opinion intime. Si c'est au législateur, en fait, de prendre ce genre de décision. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si demain, j'avais un projet de loi sur la question de la fin de vie, s'il m'appartient, en tant que député, d'arbitrer sur ce sujet et de donner l'autorisation à des personnes qui sont en fin de vie de pouvoir mettre un terme à leur vie ou pas. Donc s'il y avait un projet de loi, une proposition de loi, aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous feriez? Je ne sais pas si je prendrai part au vote. Parce que je ne sais pas s'il m'appartient de décider sur ce type de questions. Peut-être que certains diraient non, il faut prendre ses responsabilités, il faut arbitrer. Très honnêtement, moi aujourd'hui, je n'ai pas une conviction arrêtée sur ce sujet-là. Et je pense qu'on est très nombreux, pas juste députés, mais très nombreux Français, à ne pas avoir une opinion arrêtée sur ce sujet. J'entends évidemment un certain nombre... On est interpellé très régulièrement en tant que parlementaire. Il n'y a quasiment pas une semaine où je ne reçois pas un courrier, un mail d'une famille qui est concernée, d'une association sur le sujet. Donc ça, on ne peut pas rester insensible et c'est notre rôle aussi d'être à l'écoute. Mais vraiment, je ne sais pas s'il revient au législateur d'arbitrer sur ce type de sujet. Alors justement, c'est très intéressant votre position, parce que c'est la première fois qu'on entend un député dire « je ne sais pas, je n'ai pas un avis déterminé, définitif ». Alors qui va prendre position? Parce qu'il y a des lobbies sur ce secteur-là qui sont très actifs, d'un côté comme de l'autre. Alors c'est quoi? Si ce n'est pas les parlementaires, qui va prendre position et qui va arbitrer? L'arbitrage, je pense qu'il reviendra de fait aux législateurs. Moi, je vous exprimais une position personnelle qui fait que parfois, il faut reconnaître quand on ne se sent pas légitime sur un sujet. Et c'est un sujet qui relève non seulement vraiment de l'intime, je pense, d'une intime conviction qui est la vôtre. Moi, mon intime conviction, elle n'est pas faite sur le sujet. Et je pense qu'en cette matière, il n'y a pas de discipline, j'allais dire, à avoir de groupe, par exemple, parce que c'est vraiment une intime conviction qui peut l'emporter sur ce qui vous semble être de votre responsabilité à mettre en œuvre, à faciliter, à interdire. On aura encore une fois des débats sur ces questions-là. Moi, j'ai besoin, dans ces questions, d'écouter la communauté scientifique, la communauté médicale, les familles, avec parfois des avis qui sont extraordinairement différents. Et quand bien même on en viendrait à dire qu'il faut revoir notamment la loi Leonetti, il y a de nombreuses orientations différentes qui sont possibles sur la question justement de la fin de vie. Est-ce que c'est la personne elle-même qui doit y mettre un terme? Est-ce que c'est la question du suicide assisté? Est-ce que c'est la communauté médicale qui doit arbitrer? Donc, tout cela est extraordinairement complexe, mérite qu'on ait un débat qui soit très apaisé. Et c'est pour ça que parfois je reçois des courriers. C'est très compliqué d'y répondre parce que vous êtes interpellé directement par quelqu'un qui vit cette situation et moi j'ai la chance de ne pas la vivre. Mais qui sont comme des injonctions à agir, des injonctions en disant vous devez prendre position, vous devez... non en fait, j'estime, et moi d'ailleurs je les réponds aux gens en disant non, je ne dois pas. Moi mon obligation c'est d'écouter ceux qui savent sur le sujet, notamment la communauté médicale et scientifique, qui me semble être aussi la mieux placée pour pouvoir en parler, regarder comment cela a été mis en place à l'étranger et quel est l'état des lieux aussi de cette mise en œuvre avant d'avoir à agir. Et en effet, vous parliez de lobby qui existe dans les deux cas, sur ces sujets et sur bien d'autres. Et c'est le rôle du parlementaire aussi, justement, d'être très indépendant par rapport à ces injonctions qui lui sont faites. Merci. Une question d'Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Depuis plusieurs semaines, on parle de harcèlement des femmes, non seulement dans le milieu politique, mais dans la communication, dans les médias, le cinéma. Est-ce que c'est vraiment le lieu de Twitter? Est-ce que c'est le bon lieu pour dénoncer ces agissements? On en parle dans ces milieux-là qui sont extrêmement médiatisés. Et la vérité, c'est que malheureusement, je pense que vous en parlez aux femmes qui vous entourent, toutes vous diront qu'elles ont un jour ou un autre été malheureusement soumises soit à un geste, soit à une parole, soit à un harcèlement. Et c'est bien ça dont il est question. C'est la question de la libération de la parole. Et pour que la parole se libère, il faut que les femmes se sentent écoutées. Et ça a rarement été le cas. Et je pense que c'est pour ça que peut-être que ça a été fait de manière maladroite,
parce qu'on a l'impression que c'était une forme de délation qui se mettait en œuvre sur les réseaux sociaux. Mais ça a démontré l'ampleur du phénomène en France et bien au-delà de nos frontières sur la question des femmes qui sont soumises de fait au harcèlement sexuel. Et ça a permis de donner au moins un lieu où les femmes se sentaient libres de pouvoir s'exprimer sans avoir à prendre le risque. Vous parlez de milieux qui sont très médiatisés, où finalement c'est plus simple. C'est plus simple de parler quand vous êtes à ma place que quand vous êtes dans une situation professionnelle où vous savez que si vous vous exprimez, déjà vous ne savez pas à qui vous pouvez en parler et vous risquez de perdre votre emploi, parce que c'est aussi ça qui se passe. Donc nous, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on mette en place un cadre législatif qui permette aux femmes de s'exprimer sans avoir peur de le faire, qui permette de continuer la formation qui a été faite. Ça a beaucoup changé, notamment des policiers et des gendarmes, sur l'accompagnement de la parole des femmes, et de le faire dans un cadre plus serein, en effet, que ce qui peut exister sur les réseaux sociaux. Comment faire pour que cette loi ne reste pas sans effet? On sait qu'aujourd'hui, 94% des cas sont classés sans suite. Comment faire évoluer cette situation? Il y a toujours la question des preuves qui sont très difficiles à apporter. Dans le cas d'agression sexuelle, ou dans le cas aussi du harcèlement, évidemment, vous n'avez pas à chaque fois un flagrant délit qui permet immédiatement une sanction. Ça peut arriver, notamment si on renforce le sujet sur le harcèlement sexuel, où vous pouvez de fait prendre en flagrant délit, je pense notamment dans la question des transports, etc., arriver à verbaliser immédiatement. Mais les cas les plus graves, c'est-à-dire ceux qui relèvent de l'agression sexuelle, de fait, la preuve, vous savez qu'au bout d'un mois, d'un an ou 10 ans, il y a la même difficulté à la trouver. D'où le sujet qui doit, à mon avis, être réouvert sur la question de la prescription. Quand vous parlez à des spécialistes de traumatologie, par exemple, qui vous expliquent la difficulté à parler d'enfants qui ont été victimes notamment d'abus sexuels, eh bien la parole, elle peut se réouvrir, mais des dizaines d'années plus tard. Et en effet, la preuve, de fait, elle s'est perdue depuis. Mais c'est toujours le même sujet dans les questions d'agression sexuelle. À part le flagrant délit, vous aurez toujours une difficulté à trouver une preuve de l'existence de ce crime ou de ce délit. Par contre, à mon avis, la question d'une prescription qui soit allongée permettrait d'avoir une parole qui pourrait plus facilement être accueillie. Et puis, c'est la question de la prise en charge aussi de celles et ceux qui parlent. Aujourd'hui, les enfants notamment qui ont été victimes dans leur enfance d'abus sexuels sont les premiers qui souffrent de dépression, qui souffrent d'un certain nombre de troubles, qui sont les premiers à risquer de resubir des agressions et d'en commettre. Donc on a un enjeu essentiel de santé publique aussi, tout simplement, de sécurité même parfois, sur un accompagnement médical, psychiatrique, au-delà de la question judiciaire. Une question de Laurent de Boissieu, de la Croix. Laurent. Je reviens sur la question de la PMA. Vous avez parlé d'égalité des droits. Or, aujourd'hui, si l'AMP est réservée aux couples hétérosexuels, ce n'est pas parce qu'ils sont hétérosexuels, c'est parce que c'est un acte médical lorsqu'il y a une stérilité qui est pathologiquement diagnostiquée, une infertilité qui est pathologiquement diagnostiquée médicalement. Pour un couple homosexuel, de femmes en l'occurrence, ce n'est pas dans la médecine, on est dans le choix de société. Donc en quoi serait-ce une égalité des droits ? J'entends bien, on changerait la philosophie qui est celle de la PMA, qui aujourd'hui est réservée à des couples hétérosexuels stériles, donc à l'incapacité de procréer alors que normalement ils devraient pouvoir procréer, là où on considérerait, si on l'ouvre à l'ensemble des femmes, que, en effet, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, c'est-à-dire qu'elles soient stériles ou qu'elles ne le soient pas, elles doivent pouvoir avoir accès aux mêmes droits. Nous, en tout cas, moi, c'est ce que je considère. Même droit à l'enfant. Moi, je considère que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel, vous avez une légitimité à pouvoir accueillir un enfant et que la PMA pourrait, de manière logique, être ouverte à l'ensemble. J'entends bien que ça change la philosophie de ce qu'est la PMA. Et qu'est-ce que vous répondez à ce cas un couple d'hommes qui demandera ce même droit? Quelle solution vous lui fournissez? Il y a la question, évidemment, de l'adoption, mais on sait que c'est difficile. Mais il y a la question de l'adoption. Moi, si vous me parlez clairement de la GPA, parce que j'imagine que c'est la question qui est sous-tendue, c'est extraordinairement différent. C'est-à-dire que la PMA, elle n'engage que la femme qui se met dans ce processus de PMA et qui s'impose de fait cet acte médical. La GPA impose cela à quelqu'un qui est extérieur. Moi, à titre personnel, j'y suis
complètement opposé, parce que, et d'ailleurs le président de la République lui-même y est opposé, parce que là, c'est clairement la question, c'est une question de soumission à mon avis de la femme, parce que vous ne me ferez pas croire que ce sont des femmes qui sont totalement libres, indépendantes, qui sont utilisées pour la GPA. De fait, ce sont souvent des femmes qui sont en situation de fragilité économique extrêmement importante, notamment en Inde, dans des conditions sanitaires qui sont particulièrement préoccupantes. Donc, ce n'est pas la même chose de dire on change la philosophie de la PMA, mais de fait, ça veut dire que la femme qui est concernée va s'imposer à elle-même cet acte médical, et de dire on ouvre la GPA, où là, ça veut dire que vous utilisez, vous commercialisez le corps de la femme pour permettre à d'autres d'accueillir un enfant. Donc moi, sur la GPA, je suis extrêmement claire, j'y suis opposée, président de la République aussi, et en aucun cas, la GPA ne sera ouverte. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un rapport entre les deux et que la libéralisation de la PMA va ouvrir quand même un boulevard à la GPA? Non, encore une fois, ce que je vous dis, c'est différent. C'est-à-dire que que vous soyez une femme hétérosexuelle ou homosexuelle, si vous avez recours à la PMA, vous vous imposez la même pratique médicale. Vous l'imposez à vous-même, vous ne l'imposez pas à un tiers. La GPA introduit de fait un tiers et une femme à laquelle vous allez imposer une grossesse avec les complexités que ça peut générer, psychiques, morales, les difficultés juridiques éventuellement que ça peut soulever. Donc c'est très différent dans ce que ça impose à la femme. Dans un cas, c'est une femme volontaire qui veut elle-même avoir un enfant et l'accueillir avec soit un homme, soit une femme. Dans un autre cas, c'est un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, mais qui va avoir recours à un tiers dans une relation qui est commercialisée, avec une femme qui est souvent en situation de fragilité économique. Et c'est pour ça souvent qu'elle accepte la GPA. Donc ça ne dit absolument pas la même chose sur le droit des femmes, notamment à disposer de leur corps. Et ça, j'y suis vraiment complètement opposée. Et je pense que les deux sujets sont différents parce qu'il y en a un qui introduit un tiers et l'autre non. Une question de Romain Masneau de RCF. Un autre sujet de société, quand Emmanuel Macron annonce 10 000 places pour les réfugiés dans les 2 prochaines années, est-ce que c'est un effort qui vous paraît à la hauteur de la situation ? Il dit plusieurs choses sur la question de l'asile notamment. Il dit qu'aujourd'hui, on a un problème sur la question du traitement du droit à l'asile qui fait que vous avez des délais d'instruction qui sont extraordinairement longs dans notre pays. Qui vont jusqu'à 2 ans. L'idée, c'est de réduire les délais d'instruction pour le droit d'asile pour aller à un délai maximal de 6 mois, ce qui serait beaucoup plus acceptable, mais beaucoup plus acceptable de tous les points de vue, c'est-à-dire du point de vue de la personne qui mérite cet accueil et qu'on essaye de décourager parce qu'il attend pendant des mois, si ce n'est des années, et aussi du point de vue des Français qui, à mon avis, ne comprennent pas qu'il y ait des gens qui restent en France alors qu'ils ne doivent pas y être accueillis, là où d'autres pourraient être dignement accueillis, ne le sont pas. Donc il y a à la fois la question du nombre de personnes que l'on peut accueillir et il y a la question plus large, ça fera d'ailleurs l'objet d'une loi sur la question de l'immigration et de l'asile en 2018, sur la question des délais d'instruction de l'asile, sur la question de l'accueil en général, sur la question des centres qui vont permettre directement d'avoir cette étude administrative aussi qui puisse être faite. Et est-ce qu'il faut continuer de demander leur avis aux élus locaux ou est-ce qu'on peut passer outre leurs éventuelles réticences pour l'accueil ? Je pense que c'est compliqué de passer outre. C'est compliqué de passer outre parce que si vous avez une fronde et un refus clair et net des élus locaux, je pense que l'intégration locale sera extraordinairement complexe pour les personnes que vous voulez accueillir. Donc ça doit être une discussion qui doit avoir lieu. Les préfets le font de fait parce que parfois il y a des situations d'urgence qui nécessitent des réquisitions d'un certain nombre de lieux, comme ce qui a pu avoir lieu par exemple avec l'évacuation de la porte de la Chapelle, qui est évacuée parce qu'il y avait des conditions sanitaires qui étaient juste inacceptables. Et vous n'avez pas le droit de laisser des populations dans cet état d'insalubrité, qui est même au-delà de l'insalubrité. Donc parfois, il y a de fait des situations d'urgence, et il faut répondre, et c'est un devoir d'humanité, et ça, je pense que les maires doivent pouvoir le comprendre et y répondre. Et sur un accueil qui doit être un accueil plus durable, il faut qu'il y ait une adhésion de la population. Alain Juppé en parlait très bien dans ce qu'il a fait à Bordeaux, disant, de fait, vous avez au départ toujours des réticences, des inquiétudes qui s'expriment. Par contre, c'est votre rôle en tant qu'élu local, justement, de permettre de faciliter cet accueil, de démontrer qu'en fait, ça ne va pas bouleverser le quotidien de celles et ceux qui vivaient là préalablement et qui vont juste voir de nouveaux arrivants venir vivre
sur le territoire et l'accueil peut se faire de manière plus fluide. Mais le faire contre les élus locaux n'est pas, à mon avis, la meilleure solution pour permettre un accueil serein. Une question de Laurent de Boissieu. Laurent. Que les Français acceptent, ce n'est pas toujours facile, en effet, d'accueillir des réfugiés. Est-ce que la contrepartie ne serait pas que ceux qui sont déboutés du droit d'asile soient effectivement expulsés ? C'est exactement ça. C'est la philosophie d'ailleurs du projet de loi qu'on va présenter. C'est-à-dire que si on veut que ceux qui doivent pouvoir prétendre au droit d'asile puissent le recevoir, puissent être accueillis dignement, il faut aussi que ceux qui n'ont pas vocation à rester en France soient effectivement reconduits à la frontière. Sauf ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aucune majorité n'a pu le faire jusque-là. C'est pas parce qu'aucune majorité n'a pu le faire quand on sait toutes les difficultés pour expulser des étrangers, qu'il faut l'accord du pays d'origine, etc. Et on voit bien, tous les gouvernements ont buté sur un certain nombre de contraintes. Comment faire pour expulser vraiment ceux qui n'ont pas à être sur le territoire ? Justement, en faisant des accords bilatéraux État à État. C'est ce qui est fait par exemple par Gérard Collomb avec l'Albanie. On sait qu'on a énormément de ressortissants albanais qui viennent sur le territoire français, qui n'ont de fait pas vocation à rester en France parce qu'ils ne doivent pas ressortir du droit d'asile. Et donc, il a rencontré justement son homologue albanais de manière à mettre en place une convention qui permette cette reconduite effective à la frontière. Et ça, l'idée, c'est évidemment, avec les différents pays où de fait un certain nombre de ressortissants viennent sur le territoire français, dont on sait qu'ils n'ont pas vocation, parce que c'est de la pure migration économique, à rester de manière durable en France, alors il faut que cette reconduction soit effective et que des accords soient mis en place d'État à État. C'est ce qui est fait, je vous dis, avec l'Albanie, c'est ce qui est en cours avec un certain nombre d'États africains, et il faut que ça puisse être poursuivi. Si on veut un accueil digne, il faut qu'on soit en capacité d'accueillir, il faut que les délais d'instruction soient plus courts, et il faut que pour ceux qui n'ont pas vocation à rester, on ait des reconduites effectives à la frontière. Sinon, c'est incompréhensible aussi pour les Français. Et sur cette question, est-ce que vous êtes favorable aux quotas, à un certain nombre de quotas de gens étrangers à venir sur le territoire français et européen, puisque c'est un débat qui est européen? Il n'y a pas de quotas. Vous parlez de quotas aux frontières européennes? Oui. Ça a déjà été... il y a eu une tentative qui avait été faite en 2008, quand la France était présidente d'ailleurs de l'Union européenne, avait la présidence tournante de l'Union européenne, où il y avait une tentative qui a existé. C'est une question plus large au niveau européen sur les moyens qui sont mis en place, sur le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on laisse des États de fait frontaliers être beaucoup plus fragiles. On a des États qui sont trop fragiles aujourd'hui dans l'accueil et qui ne peuvent plus assumer le volume de migrants qui arrivent à leurs frontières, parce qu'il leur pose des problèmes économiques, ce qui pose aussi des problèmes de gestion tout simplement des flux et de capacité aussi de l'Union européenne à démontrer qu'elle sait protéger ses frontières, ce qui est à mon avis important. Sur la question des quotas, on en parlera. Clairement, on en débattra, je pense, lors de cette loi qui est une loi sur l'immigration et l'asile. Est-ce que ça doit être... est-ce que dans l'idée, les quotas, moi, ça ne me choque pas dans l'absolu. Tout dépend quelle est la mise en œuvre. Est-ce que c'est des quotas par typologie d'acteurs, dire il faut qu'on puisse accueillir des étudiants étrangers, par exemple, il faut qu'on puisse accueillir sur certaines professions. Ça, honnêtement, c'est à définir et c'est à débattre dans le cadre du projet de loi. Le plus important d'abord, c'est la question de l'accueil digne, de l'asile et de la reconduite effective de ceux qui n'ont pas vocation à rester. Merci. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons avec Aurore Berger, députée des Yvelines, dans un très court instant. À tout de suite. On se retrouve pour cette troisième partie du Face aux chrétiens, organisée avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF, avec pour inviter aujourd'hui Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole du groupe Les Républicains. La République en marche. La République en marche. Oui, les Républicains. Ça prête à anciennement confusion. Les Républicains. Aujourd'hui, la République en marche à l'Assemblée nationale. Elle est interrogée par Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF, et on va parler plus généralement de la manière de réformer la France. Aurore Berger, tous les présidents, les uns après les autres, ont dit que la France était extraordinairement difficile à réformer. Où sont les blocages, à votre avis ? On parlait au tout début de l'émission de la question des effets de rente.
Et de fait, on a un certain nombre de catégories professionnelles, ou pas que professionnelles d'ailleurs, qui sont assises sur des effets de rente. Donc forcément, quand vous venez réformer et vous venez vous cogner, vous heurter à ces rentes-là, et donc forcément, ça résiste. Il y a toujours une résistance qui peut s'exprimer. Mais si on veut avoir un projet qui n'est pas juste un projet de réforme, mais qui est un projet de transformation du pays, qui s'exprime après au travers d'un certain nombre de réformes qui sont réalisées en parallèle les unes des autres, c'est ça qui est très différent, je pense, de ce qui a été réalisé précédemment, où on donnait l'impression d'avoir des étapes successives à franchir, où on reculait sur un certain nombre de choses, ou alors François Hollande qui, par exemple, fait la réforme du Code du travail au tout dernier moment. Nous, on essaye de faire les choses dans le bon ordre et surtout de conduire les réformes en parallèle les unes des autres parce que c'est conjointement qu'elles ont des effets. C'est parce que vous menez une réforme sur la question du dialogue social et que vous dites qu'il n'y a pas une défiance systématique qui doit exister au sein de l'entreprise avec la possibilité d'accords d'entreprise, pas juste d'accord de branche, mais d'accord d'entreprise, que vous pouvez ensuite mener la réforme de l'emploi, que vous menez la réforme du logement, etc. Et donc c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre. Mais est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précise quand vous parlez du phénomène de rente? Qui sont les rentiers? Soyons précis, c'est quoi les réactions et ces phénomènes de rente? La rente, c'est par exemple de dire que quand on va réformer les régimes spéciaux de retraite, de fait, vous touchez à des régimes qui sont exceptionnels. Et donc, vous allez vous heurter à des catégories professionnelles qui, elles, considèrent que c'est leur droit. Donc, les rentiers, c'est les cheminots, non, en mais, gros. Non, mais le terme de rentier donne l'impression de richesse. Oui, donc, c'est pas ça que j'exprime. Quand je dis il y a des effets de rente, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des rentes de situation qui existent, qui sont favorables à certaines professions, là où elles sont défavorables à d'autres et à d'autres catégories de citoyens. Et c'est ce qu'avait déjà fait Emmanuel Macron sur un certain nombre de professions qui étaient des professions réglementées, par exemple, avec la loi qui porte son nom, en disant qu'à un moment, on ne peut pas avoir dans notre pays des barrières à l'entrée très fortes sur certaines professions, où en plus, souvent, on manque d'un certain nombre de personnes qui pourraient les exercer. Donc les effets de rente, c'est juste de dire, vous avez des situations qui se sont installées dans le pays, où de fait, on a considéré qu'il ne fallait plus y toucher, il ne fallait plus le réformer, il ne fallait plus modifier la manière avec laquelle les choses étaient organisées, que ce soit sur la question de la formation professionnelle, où de fait, on sait qu'un certain nombre d'OPCAT, syndicats, etc., ont une rente de situation sur la manière avec laquelle la formation professionnelle est gérée. C'est sur la question des régimes spéciaux de retraite, où là encore, il y a des catégories socioprofessionnelles qui bénéficient d'une situation exceptionnelle, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. Et donc tout cela, on va s'y attaquer de manière à remettre à égalité aussi un certain nombre de choses. Une question de Laurent Boissieu de La Croix. Il y a une étude très intéressante du Trésor public sur l'impact des mesures fiscales qui sont votées en ce moment, proposées par Emmanuel Macron. On voit très bien qu'en effet, les classes populaires en bénéficient le plus, ensuite les classes moyennes supérieures moins, et puis d'un coup, pour les personnes aisées, elles bénéficient beaucoup également. Alors, est-ce que, je sais bien que vous avez travaillé dans la communication politique et que le terme président des riches va vous heurter, mais est-ce qu'il n'y a pas une réalité objective derrière cette idée de président des riches? Quand on voit qu'en effet, avec la forme du LSF, les personnes les plus aisées vont être avec les classes populaires, ceux qui vont plus profiter des réformes fiscales en cours. Je pense qu'à partir du moment où vous supprimez l'ISF pour ne faire qu'un impôt sur la fortune immobilière, vous avez une charge symbolique de la suppression de l'ISF qui emporte quelque part un peu tout sur son passage. Et parce que les Français, quand on dit réforme de l'ISF, entendent cadeau fait aux riches, et puis aussi parce que les oppositions, évidemment, accentuent sur le sujet. Mais ce n'est pas un cadeau qui est fait. Ce n'est pas un cadeau, c'est un choix économique qui est fait de se dire on a un impôt dont tout le monde dit depuis des années qu'il est inefficace. Il y en a une unanimité pour dire qu'il a fait partir un certain nombre de Français. Que l'ISF est inefficace. Par contre, ceux qui disent ça, disent en contrepartie, il faut des tranches supérieures d'impôt sur le revenu. Pour les personnes qui gagnent des revenus plus élevés, il faut taxer en gros les flux, non pas le stock. Donc on supprime l'ISF, mais en contrepartie, on a la justice sociale, la justice fiscale, on fait un impôt sur le revenu plus élevé pour les personnes les plus aisées. La justice fiscale, elle existe déjà dans la proportionnalité de l'impôt. C'est l'impôt sur le revenu, où de fait, plus vous gagnez, le nombre de tranches et les tranches ont énormément baissé depuis les années 80. Non, mais c'est le principe même de l'impôt sur le revenu. Plus vous gagnez, plus vous êtes contributeur à l'effort en matière fiscale. Donc ça reste évidemment. Et en plus, on a laissé la contribution exceptionnelle justement des grandes fortunes qui contribuent plus encore que les autres. Mais moi, je l'assume.
c'est un choix économique qui est fait, de se dire, on parlait de rente, on peut parler aussi des tabous qui ont longtemps existé, on disait, oh là là, il ne faut surtout pas toucher à l'ISF, vous allez voir, c'est comme un truc radionucléaire, où si vous y touchez, vous ne pourrez plus rien faire derrière, et il y aura des millions de Français dans la rue. Il n'y a pas de millions de Français dans la rue, il y a une caricature qui est faite sur la question soi-disant du président des riches, il y a un choix économique clair qui est fait, de dire, on a un impôt inefficace, on le supprime. De la même manière, quand on a un impôt injuste, qui est celui de la taxe d'habitation, eh bien, on le supprime pour 80% des Français. Et ce n'est pas un cadeau fait aux riches de dire que 80% des Français vont bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation. De la même manière, sur la baisse des cotisations sociales à partir du 1er janvier. C'est-à-dire que celles et ceux qui travaillent gagneront plus à la fin du mois, parce qu'il faut que le travail paye plus dans le pays. Pareil quand vous augmentez, par exemple, la prime d'activité, où là, c'est fait justement pour ceux qui ont les plus bas salaires, qui vont pouvoir en bénéficier. Oui, mais en impact, à la fin du quinquennat, en 2022, les personnes qui auront plus bénéficié de vos mesures sont à la fois les classes populaires, il est vrai, et les personnes les plus aisées. En impact, à la fin du quinquennat, celles et ceux qui sont sous les plus grandes fortunes, moi j'espère, vont rester dans le pays, là où certains envisageaient de partir, vont revenir pour ceux qui sont partis parce qu'ils considéraient que l'impôt était confiscatoire et vont investir en France. Notre objectif, c'est pas que ceux qui ont le plus gagnent plus encore, c'est que ceux qui ont le plus restent dans le pays pour investir dans le pays. On parle sans cesse de nos entreprises qui sont de taille trop petite, qui manquent de capital. Mais si on veut à un moment justement que ces entreprises grandissent, qu'on n'ait pas que des TPE, mais qu'on ait à un moment des ETI, qu'on ait des entreprises capables justement d'être en concurrence avec les entreprises allemandes notamment, encore faut-il qu'on ait du capital disponible dans notre pays pour permettre d'investir, pour permettre de créer de l'emploi. Ça, c'est le choix économique que l'on fait et que l'on fait en cohérence avec d'autres réformes sur la question du dialogue social, par exemple, sur la question des politiques de l'emploi de l'autre. Une question de Romain Mazenot de RCF. Romain. Après le revers de la République en marche au sénatorial, est-ce que la réforme promise par Emmanuel Macron des institutions, avec la réduction du nombre de parlementaires, la dose de proportionnelle, est-ce que tout ça s'est mis au placard ou est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est pas du tout mis au placard. On aura une révision de la Constitution parce que c'est un engagement qui a été pris sur... Ça passera par référendum ? Ah, mais attendez, moi je ne peux pas préjuger de ce que feront les sénateurs. Ce n'est pas parce que vous avez au Sénat aujourd'hui une majorité de droite que par principe elle doit s'opposer à toute réforme constitutionnelle. C'est un dialogue aussi qui va s'engager avec le Sénat. Il faut obtenir en effet une révision constitutionnelle, c'est les 3/5e Assemblée plus Sénat. Quelle sera l'attitude des sénateurs de droite, du groupe aussi constructif, des autres oppositions qui existent au Sénat, de gauche par exemple. Moi, je ne peux pas en préjuger. Ce que je sais, c'est qu'on doit pouvoir aller au bout des réformes que l'on souhaite voir mises en œuvre, que ce soit la réduction du nombre de parlementaires, que j'espère être un moyen constant pour le Parlement, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir un Parlement fort, pas pour que les députés se rémunèrent mieux, mais pour qu'on puisse avoir un Parlement qui recrute des gens qualifiés et qu'on ait un Parlement qui soit vraiment indépendant et fort, que ce soit sur la non-cumul des mandats dans le temps, limitation du nombre des mandats. On parlait de 3 mandats, par exemple, de parlementaires, ce qui est une rupture avec ce qui se faisait précédemment, ou l'intégration d'une dose de proportionnelle. Et enfin, le président de la République l'a dit, si jamais on n'avait pas les 3/5e au sein du Parlement, il se réserve toujours la possibilité de passer par référendum. Vous êtes pour une question, non, qu'il y ait un référendum s'il n'y a pas, a priori, les 3/5e c'est-à-dire qu'en gros, on contourne les parlementaires pour s'intéresser directement aux Français. C'est un choix qui est laissé, une réforme constitutionnelle, c'est soit les 3/5e du Parlement, soit le référendum. Vous y êtes favorable? Si on a un blocage qui existe, mais je ne peux pas préjuger aujourd'hui d'un futur blocage qui existerait peut-être. Si on avait ce blocage, je pense qu'il faut se réserver le droit d'exercer en effet ce référendum et de poser directement la question aux Français. Une dernière question très courte d'Alain Varron, avec une réponse courte. Oui, le président Macron donc, a supprimé l'ISF, je reviens sur la fiscalité, mais a institué un impôt sur l'immobilier. L'immobilier, c'est une rente ? Il n'a pas institué un impôt sur l'immobilier. Il a gardé le même type d'impôt qui existait dans l'ISF sur l'immobilier. C'est-à-dire, on garde le même niveau de plafond, on garde le même abattement de 30% sur la résidence principale. Oui, ça peut devenir une rente. Tout l'immobilier ne constitue pas une rente, mais de fait, parfois, on peut avoir une rente qui est une rente immobilière et qui n'est pas un argent utilement injecté dans l'économie française. Donc, nous, on dit qu'il faut libérer, en effet, le capital pour qu'il soit plus disponible à l'économie française et permettre la création d'emplois, là où on garde, sans l'augmenter, la taxation qui était existante sur l'immobilier.
Merci beaucoup, Aurore Berger, de nous avoir éclairé sur la politique du président Macron. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous précise que si par hasard vous avez pris l'émission en cours et que vous voulez la retrouver dans son intégralité, vous pouvez le faire sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de KTO et de RCF. Bien évidemment, on se dit à la semaine prochaine.